souffleur de verre a soufflé donc sa masse verrière qui s'est allongée dans la fosse au-dessus de laquelle il s'était placé et il obtient ce qu'on appelle un cylindre, ou plus exactement un manchon. C'est le terme technique, un manchon qui est fermé d'un côté parce que le bout s'est fermé naturellement et de l'autre côté qui est rattaché à la canne. Ce manchon est sectionné d'un côté et sectionné de l'autre aussi afin de le désolidariser de la canne. On obtient donc ce qu'on pourrait appeler un tuyau, un tube de verre. Et c'est justement ce tube de verre, une fois refroidi, qui sera strié. On lui appose donc un coup de molette, tout simplement. Et il reste à l'état de tube. Ce tube strié passe une fois de plus à la chaleur dans un four où, sous l'effet de la chaleur, le verre va s'ouvrir et va devenir plat. Bon. On obtient à ce moment-là une feuille de verre qu'un autre ouvrier repasse. Là, je matérialise avec un marteau, mais il applique un mouvement dans ce sens-là afin d'obtenir une planéité la plus maximale possible avec un balai en hêtre. Quelquefois, il prend le feu, mais le hêtre est un bois très dur qui résiste bien à la chaleur malgré tout. Ça signifie que... Tout pour couper le plomb et le marteau pour les clous. D'accord. Voilà, je prends une petite seconde aussi de prendre le coupe. Je dirais, et n'est donc pas parfait au niveau de l'épaisseur, parce que il est facile de comprendre que lorsque le souffleur de verre a soufflé, par gravité toujours, le côté opposé où il a soufflé comportera plus de verre que le côté où il souffle par propre poids. Autrement dit, après, à l'ouverture de sa feuille de verre, il y a des endroits de cette feuille qui seront plus épais que d'autres. Et tout verre soufflé à la bouche est d'épaisseur inégale. Autrement dit, il peut faire 2 mm d'un côté et 4 voire 5 mm de l'autre. Donc la couleur n'est pas forcément la même. Dans la même teinte, il y aura un côté un petit peu plus foncé qu'un autre parce que l'épaisseur est plus importante. Et ça signifie également que la lumière ne sera pas émise de la même façon. Sur cette feuille de verre, vous voyez bien une application pratique de ce que je viens de vous dire. Il s'agit d'une feuille orangée qui comporte un dégradé au niveau de la teinte. À l'endroit où je mets ma main actuellement, la teinte est plus dense, plus orangée qu'à l'endroit de l'étiquette, où elle est plus claire. La raison est ce que je viens d'expliquer à l'instant. La feuille est plus épaisse d'un côté, donc il y a plus de masse, la couleur est plus accentuée. Ici, elle est plus fine, il y a moins de masse, la couleur est plus claire, sur la même et seule feuille de verre. Est-ce qu'il y a des pigments spéciaux pour la colorimétrie et qui est-ce qui fabrique ces feuilles de verre? Alors, ces feuilles de verre, c'est une production qui se fabrique chez Saint-Gobain, en France, qui est un leader mondial d'après ses publicités, qui exporte des verres de couleur au travers de toute la planète. Les Japonais sont d'ailleurs très friands d'un verre plus bariolé que je peux vous montrer en échantillon, qui est opaque, mais qui comporte des taches et dont le résultat est aléatoire. Comment on fabrique ces taches pour une plaque de verre comme ça? C'est la première fois que j'en vois comme ça, Véronique. D'où ça sort, ça? De ma caisse. Mais c'est fait comment, cette couleur? En mélangeant. Oui, c'est beau, on en fait des tableaux. Les Japonais en font des tableaux et moi j'en ai fait également. Où on se contente uniquement de choisir dans la feuille de verre un endroit qui vous parle et vous l'encadrez. Point final. Alors là, comment ils font pour mélanger les couleurs par rapport à la plaque de verre? C'est avant de souffler la bulle de verre? Tout en soufflant. Tout en soufflant. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il s'y reprenait à plusieurs fois. Dans ce cas présent, le souffleur de verre piquera 4 ou 5 fois dans la même masse verrière. Alors que là, il va piquer tantôt du blanc, tantôt du rose, tantôt du bleu. Et tout en tournant, il obtiendra des taches, des méandres,
Le résultat est aléatoire, chaque feuille est différente. Piquer, qu'est-ce que ça veut dire Lorsque je vous dis piquer, il faut comprendre par là qu'il prend sa canne, il la présente dans cette cuve de verre qui comporte du verre à l'état visqueux, il va en prendre un petit peu. Il picore, si vous voulez, ou il pique dans la masse verrière. Donc ici, il a chargé sa canne plusieurs fois de la même masse verrière. Donc on obtient une teinte unique, bien que nuancée en raison de l'épaisseur. Mais ici, elle n'est pas nuancée, elle est carrément différente. D'accord, Voilà. je comprends. Parce qu'il a travaillé avec plusieurs. Ben, vous voyez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc Rouge, là, c'est orange, jaune, bleu, vert, indigo, la lumière violet. qui a été diffractée. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire diffracté? C'est éclaté. Vous avez, dans la lumière, vous avez toutes ces couleurs qui la composent. C'est comme un prisme, c'est un prisme. C'est un prisme ici. Et au-delà du violet, ben, vous avez les ultraviolets que nous ne voyons plus. Un prisme, c'est une pyramide. C'est une pyramide, c'est une pierre à facettes. Et ça décompose la lumière en couleurs. Voilà, comme ça. D'accord. Et il y en a de différentes tailles. Ben, ici, oui, j'ai travaillé avec des tailles qui rentraient dans le cadre de cet ouvrage. Oui, il existe des baguettes plus grandes, plus larges, mais ça n'apporte ni plus ni moins à ce phénomène que nous observons ici. Bon, alors ce petit ouvrage est la copie conforme de ce que je suis en train de monter sur ma table d'assemblage à côté. Si je vous le montre, c'est pour simplement vous montrer la technique, parce que je pense que sur le petit ouvrage que je suis en train de monter, nous n'aurons pas le temps. Donc ce bateau est monté, il est sous plomb désormais, il tient, et comme je vous l'ai dit auparavant, toutes les intersections sont soudées. D'un côté, puis de l'autre, et contre-soudé. Voilà. Il a été mastiqué aussi il y a déjà quelques temps, de part et d'autre. Pardon, il me semble, Véronique, qu'on voit qu'il y a des bulles dans le verre. C'est un verre artisanal. Il y a des bulles dans le verre, exact. C'est un verre artisanal qui a été soufflé à la bouche, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et qui comporte donc des bulles. C'est une particularité du verre soufflé à la bouche? Ah oui, c'est une particularité du verre soufflé à la bouche, car le verre mécanique, qui est étiré de façon mécanique, ne comporte aucune bulle. Alors ici, vous avez sous les yeux deux morceaux de verre différents. Le verre jaune qui ne comporte aucune bulle, qui est d'épaisseur constante, et il s'agit donc d'un verre étiré de façon mécanique. J'utilise également ce verre mécanique dans l'art du vitrail. Il est beaucoup moins cher, bien évidemment, qu'un verre soufflé à la bouche de façon artisanale, et il se destine davantage aux vitraux de particuliers. Alors que le vrai verre à vitrail, tel que celui-là, qui comporte des bulles, alors je ne sais pas si vous voyez les bulles, alors que ce verre comporte des bulles, il a été soufflé à la bouche. Il s'agit du vrai verre à vitrail élaboré de façon artisanale, qui s'adapte aux monuments historiques et aux lieux de culte, bien évidemment, mais qui, en raison de son procédé de fabrication, est beaucoup plus cher que le verre mécanique. D'accord. Donc cet ouvrage, comme vous l'avez souligné à très juste titre, est effectué au même titre que tous les ouvrages que nous avons pu voir jusqu'à présent à l'atelier, en verre soufflé, qui comporte des bulles. Alors en ce qui concerne la technique de la coupe, je n'ai rien inventé, à part que je bénéficie du côté moderne de notre siècle et je ne travaille plus ni au fer chaud ni au diamant, mais avec une molette de vitrier qui comporte une petite molette en tungstène. Voilà. Donc la technique est toujours la même. Je griffe le verre qui chante, comme on dit, et il se coupe. Voilà. Donc bien évidemment au début, lorsqu'on commence à tracer un vitrail et à couper les verres, il est assez compliqué de sortir des verres en forme, telles que les formes de l'ange avec un tout petit pied qui doit ressembler à un pied, ou des pétales de fleurs qui doivent ressembler à des pétales et non pas à un débris de verre. Mais ça fait partie de la technique qui au fil du temps rentre et le poignet acquiert suffisamment de souplesse et de fermeté à la fois pour... Molette.
Ça, c'est la difficulté qu'on travaille avec du matériel grand public. Le matériel un peu plus professionnel et tout à la main, vous voyez. Oui. On les a de suite. Là, ça va faire la pression sur le verre grâce à cette molette en tungstène. Voilà, oui, c'est ça, effectivement, c'est sûrement un savoir-faire, pour reprendre votre terme, parce que comme je vous l'ai expliqué préalablement, le verre est d'épaisseur inégale. Donc il est évident que lorsqu'il mesure 2 mm d'épaisseur, je ne l'appuierai pas de la même insistance que lorsqu'il mesure 4 mm. Et lorsque je traverse une feuille de verre qui passe de 2 à 4 mm, il m'appartient d'adapter la fermeté de mon poignet au matériau verre. Oh, c'est quand même une bonne chose, il me semble, Véronique. Ça veut dire qu'on aura besoin des êtres humains pour faire quelque chose comme une technique de l'art du vitrail. On ne sera pas obligé de le faire par des robots, parce qu'ils ne pourraient pas le faire. Il n'y a que des êtres humains. Vous avez raison de souligner, effectivement, le vitrail, jusqu'à présent, à ma connaissance, s'effectue toujours à main d'homme. Par contre, le double vitrage que nous connaissons tous dans nos demeures, la coupe de ces doubles vitrages se fait de façon robotisée, de façon mécanique. Et c'est d'autant plus facile à une machine de couper des doubles vitrages parce que d'une part, les coupes sont toujours droites, il n'y a pas de forme, à part les cintres, mais là c'est effectivement à main d'homme. Donc les coupes droites sont faites par un robot. Et ça l'est d'autant plus facile une fois de plus qu'il s'agit toujours de verre mécanique, donc d'épaisseur égale. D'accord. Donc l'activité du vitrail jusqu'à présent est préservée de la robotisation. Oh, c'est une grande chance. Peut-être, oui. Je l'espère, du moins en ce qui me concerne. Oui, c'est un panneau de restauration que j'ai actuellement à l'atelier et qui sera mon prochain travail. Un vitrail d'un particulier. C'est un vitrail que j'estime daté de 150-180 ans en arrière, bien sûr, qui présente des symptômes de vieillesse dans ce sens où les verres commencent à lâcher, ils commencent à se déchausser. Le plomb a subi les agressions atmosphériques et désormais il m'appartient de le restaurer. Alors restaurer, ça signifie quoi sur ce type d'ouvrage? Ça signifie que je vais le débâtir comme le ferait une couturière par rapport à un vêtement. Elle va ouvrir toutes les coutures parce que le fil ne tient plus. Elle va changer également des morceaux de tissu qui n'auront pas subi l'outrage du temps. Pour moi, ce sera exactement pareil. Je vais enlever tous les plombs. J'obtiendrai donc une foule de morceaux de verre que je ne dois pas perdre, bien sûr, dans leur sens. Et après, je vais tout rebâtir avec du plomb neuf et en profiter, comme de bien entendu, de changer les morceaux de verre cassés là où il y en a. C'est des pièces peintes. Ici, ce sont des pièces peintes de cassées. Il m'appartiendra de les remplacer à l'identique avec la même gestuelle. Et c'est le côté très intéressant de la restauration parce que autant dans la création, je suis libre et j'exécute des travaux comme je les sens. Lorsque j'accepte un chantier de restauration, il m'appartient de me mettre dans la peau de la personne qui a créé à son époque et de rentrer dans sa gestuelle parce que je n'ai pas le droit de dénaturer, bien sûr, un ouvrage. Il ne m'appartient pas. J'ai qu'un rôle, c'est le restaurer afin de lui donner une nouvelle jeunesse et qu'il puisse poursuivre sa vie dans les temps à venir. C'est-à-dire encore un siècle ou deux siècles? Facilement encore un siècle, oui. Oui, les plombs tiennent 150 ans, 200 ans, quelquefois plus lorsqu'ils sont dans de bonnes conditions atmosphériques. Et ils tiendront encore davantage. Ici, ce n'est pas le cas, mais sur d'autres ouvrages que nous n'avons pas vus aujourd'hui à l'atelier, tous les vitraux que je laisse mettre dans des doubles vitrages bénéficieront bien sûr d'une longévité, je ne peux pas estimer, aussi longtemps que le double vitrage n'est pas cassé, ils ne s'oxydent pas, ils ne vont pas se salir, donc ils vont bénéficier d'une jeunesse pratiquement éternelle, avec un sourire bien sûr, si je peux me permettre cette boutade. Ça peut être un problème des deux, mais en règle générale, le plomb vieillit plus vite que le verre, effectivement. Le verre est un matériau inerte et résiste très bien au temps. Lorsque vous allez à Pompéi, vous trouverez peut-être encore des articles de verrerie et même les historiens, les géologues ont retrouvé des verreries des Égyptiens. Autrement dit, le verre supporte l'outrage, si je puis dire, du temps. Par contre, il n'en est pas de même en ce qui concerne le plomb, qui a une longévité beaucoup plus réduite dans le temps.
plus d'un siècle, dans tous les cas de figure supérieurs à la longévité humaine. Et ce vitrail que je touche souffre effectivement d'une porosité au niveau du plomb qui, en raison des agressions atmosphériques, des pluies acides, etc., a commencé à lâcher. Et avant qu'il ne soit trop tard, c'est-à-dire avant que les vers ne tombent, parce qu'ils ne sont plus maintenus dans cette colonne vertébrale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avant qu'ils ne tombent et ne se cassent, le particulier qui est donc détenteur de cet ouvrage a décidé de le confier à la restauration. D'accord, merci bien. Non, c'est un point, je ne pense pas que ça a un lien avec la fusion, ça a un lien uniquement avec le matériau plomb qui s'oxyde par rapport à l'air et comme tout corps oxydé perd sa robustesse d'origine. Au même titre qu'un fer va se rouiller et va donc perdre sa robustesse, un plomb qui est d'une très belle architecture en ferronnerie ne traversera pas les siècles parce que le fer à un moment donné va rouiller, alors qu'un pont romain en pierre traversera le temps. Il en est du même du plomb et du verre. Le verre est totalement inerte et résiste bien aux agressions atmosphériques, alors que le plomb, étant un métal, ne rouille pas mais il s'oxyde. C'est un autre phénomène chimique qui l'affecte. Et en s'oxydant, il perd sa robustesse. En perdant sa robustesse, il ne tient plus le verre et le vitrail s'affaisse. D'accord. Bon, on va essayer de faire le vœu que tous vos vitraux durent très très longtemps et qu'on ait le grand plaisir de les voir, même les générations futures, de les voir après nous, et il faut penser aux générations futures. Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, nous étions le 19/6 de l'an 2000, nous sommes à Gignac, dans votre atelier, Véronique Reinhardt, et vous m'avez accueilli, je vous en remercie beaucoup. Et merci beaucoup, monsieur Brunard. Vous avez le reflet de l'ange sur les vitres, là. Voilà. Ça consiste tout simplement à insérer le vitrail, qui est monté de façon tout à fait traditionnelle, entre deux vitres, c'est-à-dire un double vitrage classique. Un double vitrage comporte deux vitres, une lame d'air, et le vitrail, je le confie une miroiterie parce que moi je ne peux pas faire le double vitrage parce qu'il faut assurer l'étanchéité, il faut des presses, il faut des machines que je ne peux pas avoir en atelier. Donc je fais le vitrail que je confie une miroiterie qui me le met en sandwich, dirons-nous, entre les deux vitres. Ça présente l'avantage de bénéficier d'un double vitrage avec toute l'isolation thermique et acoustique comme tous les doubles vitrages sur le marché, avec l'atout supplémentaire de bénéficier quand même d'un vitrail qui se trouve à son intérieur, qui ne va jamais vieillir parce qu'il ne va pas s'oxyder, parce qu'à l'abri de l'air. Question entretien, c'est Nec Plus Ultra parce qu'il est totalement lisse, contrairement aux autres vitraux que vous avez pu voir à l'atelier où les plombs étaient saillants. Voilà. D'accord. Et de plus en plus, je travaille comme ça. D'accord. Est-ce que la luminosité d'un vitrail pourrait avoir éventuellement des effets thérapeutiques? Alors, je pense et j'aurais tendance à dire que j'en suis convaincue, mais je n'ai pas encore poursuivi la recherche dans ce sens-là. Il est un fait indéniable que d'après les littératures, les couleurs ont tout un effet bénéfique sur notre santé et notre bien-être dans un premier temps, ça c'est sûr. Et je pense qu'effectivement, avoir un vitrail chez soi peut dynamiser non seulement la pièce, mais apporter également peut-être quelque chose au niveau émotionnel, au niveau de la santé, peut-être spirituel pour certaines personnes d'entre nous qui sont sensibles à la thérapie par la couleur. Ok, merci beaucoup.